Madame la ministre, nous avons le plaisir de vous recevoir pour la première fois en tant que ministre et des Outre-mer dans cette commission que vous connaissez évidemment très bien pour en avoir fait longuement partie. Le bureau de la commission a en effet considéré qu'il était important de vous entendre afin que vous puissiez présenter vos priorités, votre feuille de route, notamment au plan législatif, vis-à-vis de territoires dont les attentes institutionnelles, sociales, économiques, vous le savez bien sûr, sont envers lesquelles ces attentes sont très fortes. L'actualité commande de vous entendre notamment sur le processus en cours en Nouvelle-Calédonie et particulièrement sur le projet de consulter la population de l'archipel sur le projet d'accord de Bougival que vous avez annoncé lors de votre récent déplacement sur place. Nous souhaitons bien sûr connaître le calendrier d'examen du projet de loi qui devrait être organisé. Par ailleurs, presque 6 mois après l'adoption de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte et près d'1 an après le cyclone Chido, vous pourrez bien sûr nous faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la loi de programmation. Et puis, de façon générale, il y a toutes ces problématiques communes, en dépit de la diversité des territoires concernés, qui vont de la soutenabilité des finances locales à la problématique, bien sûr, de la vie chère, aux enjeux de cohésion sociale, ou encore à la question centrale pour beaucoup de ces territoires de la lutte contre le crime organisé, contre notamment le narcotrafic. Je vous propose, Madame la Ministre, d'avoir un propos liminaire d'une durée convenable, quelle qu'elle soit, nous l'accepterons, avant d'entendre les questions des différents collègues et orateurs de groupe. Madame la Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. C'est évidemment un moment important que de présenter devant vous une feuille de route qui est celle du ministère des Outre-mer. Évidemment, j'y viens avec la conscience des responsabilités qui sont les miennes. Ça, je peux vous dire que je le mesure tous les jours et toutes les heures même. Je viens aussi avec l'exigence qui a guidé toutes mes années sur ces bancs à vos côtés, puisque, effectivement, Monsieur le Président, nous nous connaissons, beaucoup d'entre vous me connaissent. Et la commission des lois à laquelle j'ai été fidèle depuis le début, depuis 2017, je sais que c'est un lieu décisif. Je sais que c'est ici que se forgent les équilibres institutionnels, les avancées concrètes et bien souvent, pour ne pas dire toujours, l'avenir de ces territoires des Outre-mer. Alors, je veux être claire, je ne suis pas venue, vous me connaissez suffisamment par ailleurs, mais je ne suis pas venue pour dérouler un énième discours de grandes réformes promises, souvent sans lendemain, parfois sans lendemain, chacun jugera. Nous savons tout ce que la situation politique permet, nous savons aussi ce qu'elle ne permet pas. Les réformes structurelles seront nécessairement des sujets, me semble-t-il, du débat présidentiel à venir. Et elles viendront. Mais je ne souhaite pas qu'aujourd'hui, on bâtisse des illusions et je veux entrer dans des choses très concrètes. En revanche, ce que je peux vous garantir, c'est que chaque moment à la rue Oudinot sera un moment d'action au service des territoires ultramarins, au service des urgences, et elles sont nombreuses, au service des combats quotidiens de nos compatriotes ultramarins. Mes priorités sont simples, répondre aux urgences, débloquer les situations et préparer l'avenir. La première urgence, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, c'est la Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai découvert un accord de Bougival, comme il s'appelle, suspendu, une confiance qui était fragilisée et un territoire qui était en attente d'un cap clair. Je me suis rendue à Nouméa à la mi-novembre. Nous avons pu renouer le dialogue, faire en sorte que les formations politiques se reparlent, et elles ont, à l'issue de mon déplacement, réaffirmé 4 points essentiels. Leur soutien à l'accord de Bougival, la nécessité d'une consultation anticipée, la poursuite des clarifications demandées et la volonté d'un plan de relance économique qui soit à la hauteur des défis calédoniens. Dès le premier jour des bilatérales, mais aussi d'ailleurs des plénières, une idée a émergé qui était d'inverser le calendrier. Organiser la consultation avant la révision constitutionnelle, dans un délai en fait quasiment identique à celui qui était déjà prévu par l'accord, pour accompagner cette démarche globale qui visait à préparer la consultation et puis à rédiger ses compléments à l'accord. J'ai envoyé une mission de confiance, pas chargée de rédiger l'entièreté de l'accord, mais vraiment pour en éclairer les termes, compte tenu du fait que plusieurs partenaires le demandaient. Les échanges ont montré que 3 formations politiques, l'UNI, PALICA, l'Éveil océanien et Calédonie ensemble, estimaient nécessaire d'aller plus loin,
parlant de complément. Nous avons envisagé donc de décaler la présentation du texte en Conseil des ministres à l'époque pour laisser le temps nécessaire aux discussions. Malheureusement, la mission dans le délai imparti n'a pas pu aboutir. Nous en avons pris acte et j'ai rappelé par courrier la disponibilité du gouvernement pour avancer, quelle que soit la décision qui serait prise. Précisément, le Congrès de Nouvelle-Calédonie s'est prononcé ce lundi 8 décembre sur le projet de consultation. Le projet de loi en question a obtenu un avis favorable, partagé, 19 voix pour, 14 voix contre, 19 voix d'abstention. Il appartient désormais aux forces politiques de nous dire ce qu'elles souhaitent faire. Et à l'heure où je vous parle, les responsables politiques discutent, continuent d'échanger. Comme je l'ai dit, comme je leur ai dit et comme je vous le redis, l'État se tient à la disposition de toutes et tous pour engager les échanges qu'ils jugeront utiles sur les suites à envisager, pour accompagner le processus qu'elles souhaiteront, pour préparer les travaux également qu'elles auront projetés. Sur le plan économique, les choses ont avancé vite et fort. Le Premier ministre a adressé un courrier qui a détaillé un plan de relance d'une ampleur inédite, qui correspond à ce pacte de refondation qu'on voulait pour la Nouvelle-Calédonie, notamment post-émeute. Une attractivité renforcée, des zones franches, un soutien massif aux PME, des investissements publics stratégiques, une transformation de la filière nickel, des perspectives nouvelles pour la jeunesse et un appui financier de l'État pouvant aller jusqu'à 600 millions d'euros, ce qui représente une enveloppe globale pour ce pacte de plus de 2 milliards d'euros. 6 amendements, très concrètement, ont été adoptés au Sénat pour inscrire ces engagements dans le budget. Voilà, la Calédonie a désormais une perspective de redémarrage économique qui est structurée et solide. La deuxième urgence, c'est la vie chère. Elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. C'est une injustice persistante et connue de tous. Les écarts de prix atteignent en moyenne 15%, souvent plus de 40% sur les produits alimentaires. Le Premier ministre l'a qualifié des urgences dans sa déclaration de politique générale. Et il m'a confié la mission d'en faire ma priorité absolue. C'est ce que je fais. Le projet de loi adopté en première lecture au Sénat doit être enrichi avant son passage à l'Assemblée nationale. Ça, je l'ai dit, je le souhaite vivement. Je lancerai donc une séance de concertation pour renforcer le texte. Je sais que la délégation aux Outre-mer, présidée par le député Riemann, doit faire elle-même des propositions à la mi-janvier. Et donc tout ceci sera pris en compte dans le cadre des discussions que nous aurons. Et puis il y a ce sujet qui revient de manière récurrente sur les billets d'avion, par exemple, dont nous savons qu'elles connaissent des hausses spectaculaires. Je souhaite confier au député Giovanni William une mission rapide d'ailleurs, une mission rapide qui puisse suivre le processus de ce projet de loi pour formuler des propositions concrètes. Il y travaille depuis longtemps. C'est l'occasion que ce sujet puisse prendre forme à l'occasion de ce texte, de ce projet de loi sur la vie chère qui est dans les circuits. La troisième urgence, ce sont les questions régaliennes. J'ai trouvé en arrivant une situation sécuritaire très préoccupante. Les Outre-mer représentent, vous le savez, 4% de la population française, mais ils pèsent 30% des homicides, 50% des vols à main armée, un quart des atteintes aux personnes. Le narcotrafic irrigue l'ensemble des territoires, depuis les Antilles et la Guyane jusqu'à la Polynésie française. Les moyens techniques sont renforcés, la coopération régionale s'intensifie et les préfets mobilisent toutes les mesures qui sont prévues par la loi narcotrafic que vous avez adoptée. À Mayotte, la lutte contre l'immigration irrégulière repose sur des moyens humains et technologiques accrus, mais aussi sur une coopération régionale indispensable. J'accorde également une vigilance particulière aux ingérences étrangères et aux manipulations informationnelles. Je suis très vigilante sur ces questions et l'ensemble de ces questions, et je souhaite que nous puissions encore avancer avec mes collègues de l'Intérieur et de la Justice. La quatrième urgence, c'est le budget. Dès que je suis arrivée, je me suis saisie de cette question et j'ai corrigé la trajectoire initiale. Les réformes de l'ALDE et de la défiscalisation que vous connaissez bien, qui faisaient peser 650 millions d'euros d'efforts sur les entreprises ultramarines, ces réformes ne seront pas appliquées en 2026. Après vos alertes, j'ai plaidé pour les territoires des Outre-mer pour ne pas affaiblir leur tissu économique déjà fragile. Et vous avez été entendus. Nous prendrons le temps, en 2026, de construire une réforme équilibrée, adaptée à ces réalités. Et sur la question du budget, je ne peux pas ne pas évoquer Mayotte, évidemment, qui est l'urgence absolue. En réalité,
Les crédits pour Mayotte, j'ai répondu tout à l'heure à une question de votre collègue Youssoufa, ont été sécurisés, sanctuarisés avec la création d'un PIT à hauteur de 550 millions d'euros en autorisation d'engagement, auquel s'ajoutent, hors PIT, 180 millions d'euros en autorisation d'engagement. Je me rendrai lundi sur l'archipel. 1 an après le passage de Sido, il est essentiel pour moi de constater l'avancée des travaux, d'entendre les Mahorais, puis de regarder la réalité en face. Moi, je ne dis pas que tout va bien et que tout ça avance. Enfin, il faut que je pense faire très attention. Ce que je veux, c'est savoir ce qui freine, ce qui bloque aujourd'hui, notamment dans l'avancée de la reconstruction. Je sais que la tâche est immense et que les attentes sont considérables et c'est bien légitime, et donc je n'occulterai rien, et notamment rien de ce qu'on me dira ou de ce que je verrai, soyez-en assurés. Préparer l'avenir, mesdames, messieurs les députés, c'est avancer sur les évolutions institutionnelles que certains territoires souhaitent engager. Vous savez que le président de la République m'a confié la mission de conduire des groupes de travail avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, d'un exercice inédit. Il s'y était engagé au mois de septembre. Nous sommes quelques semaines plus tard et nous avons tenu cet engagement. La première réunion avec les responsables martiniquais ce lundi a permis de franchir une étape. Première donc étape de discussion. Nous reprendrons au mois de janvier pour poser les principes de la suite de ce travail sur le volet institutionnel. Pour la Guadeloupe, une réunion a été fixée ce 19 décembre. Et puis pour la Guyane, comme je l'ai dit, je suis à disposition pour amorcer le processus quand les élus le souhaiteront. Je leur ai dit et je prends cette occasion des débats aujourd'hui pour le redire. L'avenir, c'est aussi engager une véritable renaissance économique. Les territoires des Outre-mer restent trop dépendants des importations, trop vulnérables au choc. La souveraineté alimentaire, la production locale, la diversification économique doivent devenir des priorités nationales. J'ai demandé à la Direction générale des Outre-mer de me proposer rapidement une feuille de route qui soit ambitieuse dès le début de l'année. Voilà, pas ce qu'on considérerait comme potentiellement faisable. Non, une feuille de route ambitieuse et puis nous trancherons ensemble. Les préfets, pour votre information, travaillent déjà à identifier partout les filières d'avenir et les leviers de transformation. C'est un point important. Préparer l'avenir, c'est aussi renforcer l'ancrage régional. Les normes européennes doivent cesser d'être appliquées sans discernement à des territoires qui vivent des réalités totalement différentes. Le comité interministériel du 10 juillet a ouvert la voie à une adaptation ciblée des textes européens, et ça, c'est une avancée majeure. Et j'ai moi-même demandé à être associée à toutes les réunions, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, pour y porter la voix et la spécificité des Outre-mer, toutes les réunions, techniques, pas techniques, j'ai demandé à être présente. Je veux que les Outre-mer intègrent pleinement le paysage européen. Préparer l'avenir, c'est aussi 2 choses que j'ajoute, Monsieur le Président. C'est instaurer un véritable réflexe outre-mer dans toutes les politiques publiques. Trop de décisions nationales ignorent encore les contraintes structurelles ultramarines, et cette méconnaissance, elle coûte cher parce qu'elle retarde, elle bloque, elle décourage aussi parfois. C'est quelque chose qui me remonte très souvent. Et donc je présenterai prochainement des mesures pour que ces réalités soient pleinement intégrées, notamment dans la fabrique de la décision publique. C'est l'avantage d'avoir été aussi parlementaire, c'est d'avoir vécu au plus près justement les dysfonctionnements, les carences, ou en tout cas les points à améliorer. Mais ça ne concernera pas que ça. Cette feuille de route, donc, pour le réflexe ultramarin, comme on l'appelle, et puis j'aimerais qu'on se projette dans l'avenir, même si je considère que le fait de ne pas avoir de majorité rend difficile, je l'ai dit, les réformes structurelles. Je pense qu'on peut néanmoins avancer dans le cadre de l'année qui va s'amorcer. Je voudrais que le débat présidentiel ne fasse pas l'impasse sur les territoires des Outre-mer. Je voudrais que chaque candidat demain, enfin ça va arriver très vite, nous le savons bien, on se projette après les municipales, chaque candidat puisse répondre à la question « Quelle place voulez-vous pour les Outre-mer à horizon 2030 ?» par exemple. J'imagine consulter chaque territoire, chacun ses spécificités, donc chaque territoire, pour faire émerger des modèles sur le plan économique, sur le plan énergétique, agricole, enfin bon, sur tous les axes majeurs, faire émerger ces modèles qui seront donc issus des territoires, qui seront issus de ceux qui sont concernés, et amener les candidats à se prononcer, à se positionner sur ces modèles et à répondre à cette fameuse question.
Voilà, mesdames et messieurs les députés, pour donner du temps à nos échanges, je vous l'ai dit, je ne vous annonce pas un grand soir, mais je vous annonce une méthode qui consiste à agir et à avancer pour répondre aux urgences, pour débloquer les situations sur le plan local. Pour moi, il n'y a pas de petits projets, il n'y a que des pas à faire pour nos compatriotes. Et puis pour préparer l'avenir, je l'ai dit, avec la feuille de route réflexe ultramarin et puis débat présidentiel autour des Outre-mer, tout ce qui permettra d'effacer un certain nombre d'irritants qui compliquaient la vie des élus, des collectivités, des entreprises et des familles. Vous pouvez compter sur moi pour cela et vous le savez, ma porte est ouverte. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais immédiatement passer la parole aux orateurs des différents groupes. Nous allons débuter par Anchia Bamana pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je prends un peu mon souffle, désolée. Madame la Ministre, chers collègues, à Mayotte, les coupures d'eau continuent d'asphyxier la vie des Mahorais. Les déchets décorent l'espace public, les violences urbaines rythment les quartiers, pendant que les Kwassa continuent de déverser des migrants sur nos côtes. Le gouvernement procède au démantèlement des bidonvilles et de camps illégaux, mais laisse en réalité plusieurs personnes dans la nature qui se déplacent d'un quartier à l'autre, d'une commune à l'autre, sans une réelle prise en main de la situation. Depuis une vingtaine d'années, c'est ainsi. Depuis Chido, c'est un désastre. Le président Macron est venu, le Premier ministre Bayrou est venu, le ministre des Outre-mer Valls est venu. Ils ont fait des visites, des grandes déclarations, des promesses solennelles. Pourtant, Mayotte et ses habitants continuent de couler, le sentiment d'abandon prospère. Vous allez venir à votre tour et on vous dira, Madame la Ministre, Caribou Maoré. Lors des discours officiels, les Mahorais ont besoin de réponses concrètes à ces questions simples. À quelle échéance comptez-vous mettre en place un plan Orsec eau potable pour répondre à un droit fondamental qui est l'accès à l'eau pour tous, Mayotte, le seul département qui n'en dispose pas? Combien de reconduites effectives à la frontière et dans quel délai? Quel renfort durable, chiffré de forces de l'ordre pour répondre à l'insécurité qui gangrène le territoire? Quand assumerez-vous enfin de dire que, sans maîtrise des frontières, Mayotte continuera à s'enfoncer? Madame la Ministre, les Mahorais vous demandent de choisir soit la continuité du désastre, soit un sursaut d'autorité, de fermeté pour respecter ce territoire qu'est la France. De quel côté allez-vous être? Je vous remercie. Merci. Vincent Corre pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Tout d'abord, au nom du groupe EPR, toutes nos félicitations pour votre nomination, rue Odino, et bienvenue ici, dans cette salle que vous connaissez bien. 2 questions aujourd'hui à votre endroit, sur des sujets que vous avez commencé à aborder, à savoir le narcotrafic et l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. D'abord, concernant le narcotrafic, et vous étiez parmi nous à cette époque, nous avons voté au printemps une loi importante. Le narcotrafic concerne l'ensemble des territoires de la République, y compris les territoires ultramarins. Des opérations et la présence de l'État démontrent l'action et l'importance de cette action. Encore hier, à l'aéroport Roland-Garros, à La Réunion, une action coordonnant plusieurs services, policiers, gendarmes, douaniers, a permis de saisir encore une quantité record, mais donc démontre le besoin de poursuivre cette action et de combattre le narcotrafic. Nos travaux au printemps nous ont montré l'enjeu de la coordination des services de l'État. Donc la question c'est, sous votre direction, comment le ministère d'Outre-mer s'intègre dans cette lutte, et y a-t-il des changements réglementaires ou de nature législative qui sont à prendre dans les prochains mois ou prochaines années pour accentuer cette lutte contre les réseaux narcotrafiquants? Et le second volet de ma question concerne l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez commencé à en parler. La toile de fond est celle des événements dramatiques qui se sont déroulés ces derniers mois et années. L'accord de Bougival signé cet été. Et nous avons aussi voté un texte organique. Vous y étiez, il y a eu un vote, vous l'avez mentionné, un avis favorable mais avec des voix plus partagées. Donc quel est le chemin institutionnel qui selon vous semble se dessiner? Quel rôle et quelle impulsion l'État tiendra dans ce chemin qui se trace devant nous? Je vous remercie. Merci. Je dois vous signaler que Thomas Porte m'a demandé de prendre la parole un peu plus tard parce qu'il est dans une réunion pendant que nous nous exprimons. J'ai bien sûr accepté. Giovanni William pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues.
Évidemment, on se réjouit de vous retrouver au sein de cette commission des lois cet après-midi, après avoir pu échanger avec vous sur les dossiers prioritaires de la Martinique, qui est mon territoire. Votre volontarisme, je l'ai vu, nous le voyons, vu que ce lundi, avec la collectivité territoriale de Martinique, avec les parlementaires et le CSM, nous avons échangé au sujet de la méthode à retenir pour avancer sur le débat relatif à l'avenir institutionnel de la Martinique. Et dans la mesure où tout est une question de méthode, ce qui me parle évidemment, je souhaite vous entendre sur celle que vous entendez employer pour faire adopter, et dans les meilleurs délais, un texte ambitieux qui porte réforme, une réforme profonde sur notre modèle économique, sur le modèle économique de nos territoires. Et je fais évidemment référence au projet de loi de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer, qui semble être en stand-by depuis son adoption au Sénat, où nous connaissons les conditions dans lesquelles ce texte a été adopté. Par conséquent, pouvez-vous nous éclairer la représentation nationale, ainsi que nos compatriotes, sur votre calendrier, mais aussi sur la façon dont vous comptez aller plus loin sur ce texte. Merci. Merci beaucoup. Éric Martineau pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Au nom du groupe Les Démocrates, je tiens tout d'abord à saluer votre présence et l'esprit d'écoute dont le gouvernement a su faire preuve récemment. Je souhaite, au nom du groupe Les Démocrates, revenir sur l'émoi considérable qu'a suscité dans nos territoires la réforme de la loi pour l'ouverture et le développement économique de l'outre-mer et du régime d'aide fiscale à l'investissement productif dans le dernier budget de la sécurité sociale. Car l'inquiétude demeure. Pourquoi ? Ces exonérations ne sont pas des niches fiscales ni des privilèges qu'il faudrait supprimer au nom de la rigueur budgétaire. Elles sont la compensation vitale de handicaps structurels que nos entreprises subissent au quotidien, l'éloignement, l'étroitesse des marchés et la vie chère. Supprimer ces dispositifs revenait mécaniquement à augmenter le coût du travail, à fragiliser le tissu économique local et, in fine, à faire exploser les prix pour les consommateurs ultramarins qui souffrent déjà de l'inflation. Nous, démocrates, sommes attachés à la responsabilité budgétaire, mais jamais au prix de la cohésion sociale de nos territoires. Madame la ministre, ma question porte donc sur la vision du gouvernement. Considérez-vous aujourd'hui que ces dispositifs d'exonération sont obsolètes ou inefficaces ? Et par quel mécanisme concret comptez-vous remplacer ces aides pour qu'aucune entreprise ultramarine ne soit pénalisée demain ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean Moulière pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, nos territoires ultramarins sont confrontés à un fléau qui bouleverse le quotidien de milliers de nos concitoyens. L'échouage massif et récurrent des sargasses. Ces algues ont conduit à une crise sanitaire, sociale et environnementale qui fragilise profondément la vie locale. Il s'agit d'un phénomène naturel qui devient problématique et hors de contrôle aujourd'hui. Cette algue dégage des gaz toxiques pour l'être humain. Les habitants concernés respirent donc quotidiennement des émanations dangereuses pour la santé. Et ces gaz provoquent aussi par ailleurs une importante corrosion, dégradant les biens de nos concitoyens, appareils électroménagers, véhicules, installations électriques. De nombreuses entreprises et familles sont contraintes de remplacer du matériel coûteux, pourtant initialement en état d'usage. Et dans des territoires où le pouvoir d'achat est un enjeu majeur, il est impératif de traiter cette problématique avec la plus grande attention. Madame la ministre, je connais votre engagement pour les Outre-mer et vous avez raison de rappeler que ces territoires doivent être placés au cœur des priorités nationales. La crise des sargasses doit-elle aussi être une priorité de l'action de l'État ? Nos concitoyens ont besoin d'aides concrètes, de mesures stables et de moyens sécurisés dans la durée. Suite aux plans successifs de lutte contre les sargasses en 2018 puis en 2022, il a été question cette année d'engager un troisième plan afin de renforcer et prolonger cet effort indispensable. Madame la ministre, comment pouvons-nous réellement désamorcer ce phénomène et quelles solutions précises l'État entend-il mettre en place pour accompagner nos concitoyens face à un défi aussi complexe et multifactoriel ? Je vous remercie. Merci. Amine Karbidi pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous sortons tout juste du PLFSS et nous avons bataillé dur
pour l'outre-mer, notamment sur la question de la LODEOM, pour sauver les emplois qui étaient attachés à ce dispositif. Et il reste encore beaucoup à faire. S'agissant notamment de l'emploi, la LODEOM ne suffira pas. Je m'interroge sur la question des missions locales. Les réponses ne sont pas très claires. Ces organismes vont-ils pouvoir être sauvés? Les coûts budgétaires qui ont été annoncés sont-elles maintenus? Il en va notamment de l'insertion des jeunes. Et dans nos territoires, vous le savez, le chômage des jeunes est véritablement préoccupant. D'ailleurs, s'agissant de l'emploi, je profite d'avoir mon collègue Frédéric Maillot à côté de moi pour rappeler que les services de l'État doivent être exemplaires, puisqu'il a pu, il y a quelques jours, déceler une annonce sur le site de la préfecture qui doublait le montant des indemnités pour des jeunes venus d'Hexagone sur des services civiques. Pour un jeune venant d'Hexagone, on pouvait payer 2 ultramarins. Et donc, ce sont des choses qui ne doivent plus se reproduire chez nous. Je voulais vous interroger également sur la vie chère. On va avoir un projet de loi qui devrait nous revenir. Quelle méthode allez-vous employer? Moi, j'ai pu regretter, et notre groupe, que le projet de loi qui a été examiné au Sénat n'avait pas fait l'objet jusqu'à présent d'échanges nourris avec tous les groupes et tous les députés d'outre-mer, qu'il était d'ailleurs très très insatisfaisant. Et donc, quel est le calendrier que vous envisagez et la méthode de travail pour les semaines à venir? Je me permets également de vous interpeller pour la Nouvelle-Calédonie. Mon collègue Emmanuel Djibaou s'inquiète alors que vous avez envoyé une délégation pour apporter les amendements des groupes signataires sur l'accord. Il est annoncé une consultation anticipée sur le projet d'accord de Bougival. Pourquoi organiser une consultation sur un projet non définitif et auprès d'un corps électoral décrié? Voilà, j'aurais d'autres questions. C'est 4 minutes, Monsieur le Président? C'est 2. Eh bien, j'en ai terminé et je vous les poserai donc à un autre moment. Merci. Mais voilà, j'accepterai bien sûr d'autres prises de parole de façon modérée, cela va de soi. Thomas Porte pour le groupe La France Insoumise, puis Estelle Youssouffa pour le groupe Lyot. Thomas Porte. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. À la poignée de main des accords de Nouméa, le gouvernement d'Emmanuel Macron a préféré la matraque. Au processus de décolonisation, le mépris des voix du peuple. Il n'y aura jamais de paix civile en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, contre le peuple autochtone. Les Kanaks ont déjà connu dans leur chair la colonisation de peuplement et ont déjà payé de leur sang leur opposition à votre volonté de dégeler le corps électoral, ça a été rappelé. À 17 000 km d'ici, les Kanaks vous ont dit non. Les avez-vous entendus? 15 morts sous une féroce répression policière et un brutal acharnement judiciaire, avec le retour des prisonniers politiques. Les passages en force d'Emmanuel Macron n'auront pas raison du droit du peuple de Kanaki, Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination. La volonté unilatérale du président de la République de constitutionnaliser le texte de Bougival illustre malheureusement sa nostalgie des oppressions coloniales. Il favorise le projet loyaliste, multiplie les verrous à une souveraineté théorique. Votre nouvelle lubie d'organiser une consultation citoyenne sur ce même texte se heurte à l'absence totale de consensus politique, malgré le balai des médiateurs dépêchés depuis Paris. Ce lundi à Nouméa, le résultat du congrès est sans appel. 19 fois pour, 33 contre et abstention. 22 des 33 communes vous alertent également formellement. La tenue d'un vote le 15 mars empêcherait une expression claire de la volonté démocratique. Comment construire un destin commun voulu simplement par quelques-uns? Madame la Ministre, vous connaissez l'attachement du groupe parlementaire de la France Insoumise au droit international. En 2024, une résolution de l'ONU rappelle que la Kanaki Nouvelle-Calédonie reste depuis 1986 un territoire à décoloniser et renvoie la France à son statut de puissance administrante. L'ONU vous appelle, Madame la Ministre, à revenir à l'esprit et la lettre des accords de Nouméa, c'est-à-dire à l'harmonie et au respect mutuel. L'ONU vous somme de respecter les droits du peuple kanak et alerte sur le risque de les voir sous-représentés au sein des instances sociales et gouvernementales. Ma question est simple. Après les violences et l'état d'urgence, après la publication au journal officiel d'un projet d'accord sans accord de la principale force indépendantiste, maintiendrez-vous votre consultation contre l'avis de tous? Merci. Estelle Youssouffa pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis le 1er janvier 2026, un nouvel instrument réglementaire européen entrera en vigueur, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières MACF. Ce dispositif vise à taxer les marchandises fortement émettrices en carbone importées dans l'Union européenne avec une tarification carbone équivalente à celle supportée par les producteurs européens. Alors si nous partageons évidemment cette ambition de lutter contre les émissions carbone et les changements climatiques, vous comprendrez que son application à Mayotte et dans les autres territoires ultramarins dès janvier, c'est-à-dire dans quelques semaines, suscite des inquiétudes majeures pour notre territoire.
En effet, les Outre-mer, contrairement au continent, sont dépourvus d'alternatives industrielles ou intra-européennes, ce qui rend impossible la réduction ou la substitution de ces importations au niveau local. Mayotte importe 100% de ses matériaux de construction, comme le ciment, l'acier ou l'aluminium. Et cette dépendance, vous l'imaginez, est évidemment exacerbée par les besoins massifs pour la reconstruction de l'île après le passage du cyclone. Les entreprises locales du BTP, déjà fragilisées, doivent faire face à une demande exceptionnelle en matériaux pour préparer les infrastructures publiques, les logements et les équipements collectifs. Le MACF, en alourdissant le coût des importations, risquerait de paralyser les efforts de cette reconstruction et des milliers de Mahorais devront payer de leur poche une hausse des coûts directement imputée à leur pouvoir d'achat. Alors, Madame la Ministre, cette application immédiate du MACF sans adaptation territoriale engendrerait des surcoûts considérables. Pour le ciment, par exemple, la taxe pourrait atteindre plusieurs millions d'euros supplémentaires dès janvier. Face à cette menace socio-économique immédiate, 2 questions. Est-ce qu'une exemption spécifique pour Mayotte à cause du cyclone Chido pourrait être envisagée très rapidement auprès des instances européennes? Vous l'avez compris, on parle de semaines. Et puis, si une exemption n'est pas possible, est-ce qu'une compensation est, elle, envisagée au niveau du gouvernement pour garantir que cette transition écologique ne se fasse pas au détriment du pouvoir d'achat et du coût de la reconstruction de Mayotte? Je vous remercie. Si, alors, il y a quelques députés préinscrits qui avaient signalé auparavant leur inscription. Je propose de prolonger, puis je prendrai ensuite une seconde série de députés qui n'étaient pas préinscrits, évidemment. Joseph Rivière, pour le groupe Rassemblement national. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, La Réunion fait face à un tsunami de cocaïne et autres drogues de synthèse qui transforment notre société encore apaisée. L'insécurité est en progression de 17%, l'insécurité physique de 18%, les violences sexuelles de 77%, la maltraitance animale de 130%. Les services pénitentiaires de Saint-Denis, du Port et de Saint-Pierre manquent d'effectifs face à l'arrivée régulière de clandestins en provenance de Majicavo. Tous les voyants sont au rouge. La seule chose qui ne progresse pas, ce sont les droits des fonctionnaires ultramarins basés dans l'Hexagone à bénéficier de mutations, même à titre dérogatoire pour être aidant familial ou tout simplement accompagner un parent proche en fin de vie. Pendant que la Réunion brûle dans l'insécurité devenue chronique, nos fils et nos filles perdent le moral en région parisienne pendant 10 ans, 20 ans. Madame la ministre, ma question est très simple. Quand est-ce que le ministère des Outre-mer va soutenir et appuyer les mutations de nos compatriotes réunionnais auprès des ministères de l'Intérieur, de la Justice et même de l'Éducation nationale pour un retour rapide et efficace à La Réunion? Je vous remercie. Merci. Yohann Gillet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les territoires ultramarins vivent aujourd'hui sous une menace que l'Hexagone n'imagine pas. Une délinquance hors norme, une criminalité qui explose, une violence qui se banalise. Une réalité brute que j'ai constatée moi-même sur le terrain lors de mes déplacements en Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, en Guyane, etc. Les chiffres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes et vous les connaissez, Madame la Ministre. En Guyane, le taux atteint 16,5 homicides pour 100 000 habitants, 7,5 en Guadeloupe, 7,3 en Martinique, 5,7 à Mayotte, alors qu'en métropole, nous sommes à 1,2. À Mayotte, il y a quelques jours seulement, à Dembéni, une opération antidélinquance ordinaire s'est transformée en guérilla. Plusieurs dizaines d'individus ont pris à partie nos gendarmes. Lors de mes rencontres sur place l'année dernière avec les forces de l'ordre, les magistrats, les préfets, tous m'ont dit la même chose, la situation s'aggrave. Il sera bientôt trop tard. Tous m'ont alerté sur cette montée en flèche du narcotrafic et de l'emprise des armes à feu. Tous m'ont dit qu'il fallait agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Quant à la Guadeloupe et à la Martinique, le narcotrafic n'est plus un phénomène marginal. Je me suis rendu il y a quelques mois d'ailleurs, et c'est un système. Un système qui nourrit la violence, qui alimente la circulation massive d'armes, qui transforme des quartiers entiers en zones de non-droit. Les forces de l'ordre évoquent d'ailleurs la réalité sur le terrain, avec 40 000 armes qui circuleraient en Guadeloupe. L'extrême facilité d'ailleurs pour les jeunes de s'en procurer par des applications de messagerie instantanée ou par des importations depuis les États-Unis, l'Amérique latine. En Martinique, 231 armes ont été saisies en 2025 contre 180 l'an dernier. Ces armes sont
non seulement dans les mains des délinquants et des criminels, mais aussi, d'ailleurs, dans les mains des habitants qui s'en procurent pour se protéger. La violence se banalise, la peur s'installe et l'État recule. Les autres territoires ultramarins ne sont pas épargnés, malheureusement, Madame la Ministre, et vous le savez également. Vous allez peut-être me répondre que vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur, mais il est important de rappeler que le ministère des Outre-mer est un mini Matignon et qu'il est de votre rôle de coordonner l'action publique de l'État. Et j'en finis, Monsieur le Président. Si vous n'agissez pas, le Rassemblement national ne vous lâchera pas sur ce sujet. Si, à l'inverse de vos prédécesseurs, vous agissez, le Rassemblement national sera à vos côtés, car seul l'intérêt général, les intérêts de nos compatriotes nous animent. Vous m'aviez dit 20 secondes de dépassement, là c'était 39, mon cher collègue. Madame la Ministre, évidemment, chacun l'aura. J'ai d'ailleurs proposé à Améline Carbili de reprendre la parole si elle le souhaitait. C'était avant le dépassement que nous venons de subir. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée Bamana, vous m'avez interpellée notamment sur la question de l'eau à Mayotte, évidemment. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui prétendent que la situation est normale et acceptable, même si des choses ont été mises en place. Je suis bien consciente du chemin qui reste à parcourir. Et précisément, dans le cadre de mon déplacement, je souhaite aller voir de mes yeux, échanger avec les élus, avec les collectivités, les organismes concernés par ailleurs, et voir l'état de la situation pour comprendre pourquoi ça ne va pas plus vite également, puisque c'est beaucoup ce qui m'est relayé. Il y a un enjeu d'acceptabilité, ça c'est clair, et une semaine de reconduite des tours d'eau, c'est une semaine de trop. Ça c'est évident. Et donc il faut avancer sur tous les projets structurants, notamment, qui existent aujourd'hui, pour assurer le plus possible cet accès à l'eau potable. Donc il faut des infrastructures pérennes. Aujourd'hui, l'usine d'Ironi Bay, c'est un projet essentiel. Nous en avons discuté et Mayotte en a besoin. L'usine, elle pourra produire jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau par jour. Et il faut absolument que ce chantier n'accuse aucun retard. Et précisément, dans le cadre de mon déplacement, je veux m'en assurer. Il faut agir sur la sécurisation du foncier pour la 3e retenue collinaire. Ça, c'est important. Sa capacité sera supérieure aux 2 autres retenues actuelles, donc nous en avons besoin. En parallèle, vous savez qu'il y a le plan Eau Mayotte qui continue de se mettre en œuvre. Les campagnes de forage, le renforcement des infrastructures, la lutte contre les fuites aussi se poursuivront en lien avec le syndicat. C'est par la concrétisation de ces grands investissements que nous améliorerons durablement le quotidien des Mahorais, de tous ces investissements qui doivent se faire et qui doivent se poursuivre dans le même calendrier. Sur la question de la lutte contre l'immigration illégale, ou sur la question de la sécurité, je suis, comme je l'ai toujours été, du côté des Mahorais. Je sais bien l'état de la situation et les conséquences, notamment de la démographie sur le territoire. Nous en avons suffisamment discuté au sein de cette commission, pour ne pas que je rappelle notamment les chiffres. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons 70 OQTF qui sont prononcés par jour sur le territoire, par jour, donc week-end compris, donc tous les jours, que l'État combat au quotidien à la fois l'économie parallèle et illicite qui alimente cette immigration clandestine, qu'on continue à s'attaquer à l'économie informelle à travers l'action du comité départemental d'action contre la fraude, qu'il y a tous les outils technologiques que nous avons mis en place, comme les radars de détection, les drones de surveillance aussi, capables de screener, comme on dit, les côtes mahoraises, le rétablissement des moyens maritimes, bien sûr, parce que nous savons que c'est ici l'enjeu principal, maritime et aérien, qui permet d'être de nouveau performants en mer. Un ensemble de dispositifs que nous aurons l'occasion d'évaluer, que je compte bien évaluer. Et comme je l'ai dit dans mon propos introductif, je veux continuer à travailler en lien avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet, mais aussi avec le ministère de la Justice dans le cadre de la délinquance, et notamment de la délinquance juvénile qui existe à Mayotte. Monsieur le député Corr, je vous remercie d'aborder le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Sujet important, première urgence très immédiate dans le cadre des dossiers qui me sont confiés. Vous le savez, le 8 décembre dernier, le Congrès de Calédonie s'est prononcé. Il a voté à une majorité, mais une majorité partagée, contrastée, même fragmentée, j'utilise le mot, puisque 19 voix pour,
le projet de consultation, 14 voix contre et 19 abstentions. 19, 14, 19. Ce n'est pas à l'État de décider de l'avenir institutionnel du territoire. La responsabilité de l'État, c'est de mettre en place la méthode et les moyens pour que ça avance. Moi, ce que je constate, et nous continuons à analyser notamment les avis qui ont été annexés à la décision du Congrès, les avis des différentes formations politiques, ce que nous constatons, c'est que les formations politiques veulent avancer. Voilà, elles ne disent pas le processus est tombé et tout s'arrête là. Non, elles veulent continuer à avancer. Donc nous poursuivons les échanges et les discussions avec elles. J'avais dit déjà, juste avant le Congrès, en adressant une lettre à chacun des représentants politiques, que nous étions à disposition, quel que soit l'avis du Congrès, négatif, positif à une majorité courte, bon, que nous étions à disposition pour accompagner les travaux, accompagner les échanges. Enfin, l'État est là pour permettre de trouver une solution. Mais la solution, elle doit émaner du local. D'ailleurs, on sait bien, j'ai été à vos côtés, le Parlement, à la fin, n'est que la traduction de la solution qui aura été trouvée par les Calédoniens eux-mêmes. Voilà. La consultation, elle avait été pensée parce que l'idée que les Calédoniens participent et disent ou non s'ils voulaient adhérer au processus calédonien, c'est aussi l'exercice de la démocratie. Le projet de consultation est là. Nous discuterons avec les forces politiques pour savoir vers quelle voie nous voulons avancer. Et je n'ai pas abandonné l'idée de progresser, notamment sur les questions essentielles qui se posent depuis toujours en Calédonie, la question de l'autodétermination, la question des compétences régaliennes, la question des signes identitaires et tout ce que les parties prenantes voudront mettre par ailleurs sur la table. Vous avez également posé la question du narcotrafic. Je renvoie effectivement à nos travaux communs. Vous aviez été rapporteur de ce texte narcotrafic adopté ici à une large majorité et qui doit trouver sa déclinaison, bien sûr, partout, France hexagonale et ultramarine. Je l'ai rappelé en introduction, les territoires ultramarins sont particulièrement gangrénés aujourd'hui par les problèmes de narcotrafic, mais aussi trafic d'armes et trafic d'êtres humains. En 2025, pour vous donner un chiffre, 30 tonnes de cocaïne ont déjà été saisies dans la Caraïbe et plus d'une cinquantaine de mules ont été arrêtées à l'aéroport de La Réunion et c'est un sujet très hebdomadaire maintenant, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Le comité interministériel du 10 juillet a marqué une nouvelle étape dans la stratégie de l'État avec 9 mesures en faveur des territoires ultramarins précisément, en insistant sur le renforcement de la sécurité et dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée qui va avec. Pour lutter contre ces phénomènes, en Martinique, par exemple, nous avons mis en place 2 radars de surveillance maritime nouvelle génération. Ils ont été déployés depuis cet été. 2 drones de surveillance aussi qui renforcent les moyens aériens. En Guadeloupe, 2 radars aussi seront installés début 2026. Avec le ministère de l'Intérieur, nous mettons tous les moyens en œuvre pour lutter efficacement contre ce fléau. Je peux vous dire qu'il y a une réunion de sécurité qui se tient tous les 15 jours avec des représentants de sécurité intérieure et du ministère de l'Intérieur, pour le coup, parce que nous considérons que ce sujet doit être surveillé comme le lait sur le feu, si vous me permettez cette expression. Et je continue d'ailleurs à interpeller, par exemple, dans le cadre des discussions qui se passent sur le narcotrafic à Marseille. J'en profite aussi pour évidemment aborder le sujet du narcotrafic dans les Outre-mer. Et j'aurai d'autres données à vous transmettre, mais peut-être par écrit, si vous le voulez bien, monsieur le député. Monsieur le député William, effectivement, lundi, nous avons passé cette première étape de discussion dans l'évolution institutionnelle du territoire de la Martinique, et c'est une grande étape. C'est vrai que c'est un progrès parce que quand il y a un changement dans la société, dans les populations, eh bien, il faut respecter et accompagner ce changement. Et je suis heureuse en ce qui me concerne de pouvoir le faire comme ministre des Outre-mer. Nous écrirons la suite au mois de janvier, vous l'avez dit. Vous avez évoqué le projet de loi sur la vie chère, sujet de préoccupation commune, sujet prioritaire, je l'ai dit, le Premier ministre m'a demandé d'avancer sur ce sujet. Vous avez parlé de stand-by. Alors, je ne parle pas de pause qui donnerait l'impression que peut-être on remettrait au calendrier grec le sujet, ce qui n'est pas du tout mon intention. En vérité, une fois que le texte avait été adopté au Sénat, il était prévu de l'inscrire, dans la foulée, pour qu'il soit examiné à l'Assemblée nationale. Mais moi, le texte m'a paru léger, je le dis comme je le pense. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est moi qui porte le texte.
Mais je vous le dis comme je le pense. Il y a matière à avancer et aller beaucoup plus loin dans la lutte contre la vie chère. Il y a eu des améliorations et des évolutions dans la phase sénatoriale. On a adopté un certain nombre d'amendements, donc il y a quand même des choses qui ont progressé, mais je crois qu'on a encore la capacité d'aller plus loin, d'y intégrer d'autres dispositifs. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question des billets d'avion. On va regarder ce qu'on peut y faire. Je souhaiterais confier une mission sur le sujet, parce qu'il y avait beaucoup travaillé. Je crois que là, pour le coup, on est sur un sujet concret qui parle et qui peut produire des effets assez vite. Dans le cadre d'une mission un peu flash, comme on le dit, on pourrait tout à fait imaginer des solutions que vous mettriez sur la table, qu'on examinerait et qu'on calibrerait de manière à ce qu'ils intègrent ce texte. Et puis, d'autres dispositifs. C'est pour ça que j'attends la fin des travaux des 2 délégations, Assemblée nationale, Sénat, pour voir ce qu'il en ressort. C'est pour ça que j'engage cette phase de concertation et le projet de loi. Alors, il y a 2 options. Il peut venir début février, ou bien, vous le savez, ensuite, il y a la campagne des municipales et puis la phase des élections, donc après le mois de mars. Ça peut être début février ou tout début avril. Il y a ces 2 options. Je préfère prendre un peu de temps pour construire le texte, pour lui donner une force supplémentaire et ne pas me précipiter. Donc, en ce qui me concerne, avril me va mieux, mais c'est un sujet qui est toujours en cours de discussion. Monsieur le député Martineau, oui, vous m'avez interrogé sur un sujet qui a été un sujet de préoccupation majeure pour les acteurs, notamment les acteurs économiques, mais pas que, puisque cela m'a été fortement relayé par tous les élus, la LODEOM et la défiscalisation RAFIP. Notez le changement de méthode. On a suffisamment participé à des examens budgétaires pour savoir parfois comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez des coupes budgétaires, elles sont portées, expliquées, soutenues par le gouvernement et par le ministre, et puis on négocie. Bon, voilà, on part sur 350 millions d'euros, puis on négocie avec les parlementaires en disant ce sera 250 ou 100 ou 120, etc. Pas du tout ce qu'on a fait. Pas du tout ce qu'on a fait. J'ai entendu ce qui avait été dit. Quand il y a une unanimité d'acteurs qui me disent Madame la ministre, là franchement, là ça va nous pénaliser partout. Nous, on a besoin de créer des emplois. Il y a des secteurs économiques qui sont très fragiles, très fébriles, et qui sont notamment portés par ces dispositifs. Des coupes budgétaires, ou des rabots bêtes et méchants, disons-le. 650 millions d'euros sur le budget ultramarin, c'est beaucoup. Madame la ministre, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai porté ce sujet et j'ai porté ce débat-là. Et le Premier ministre, qui a été d'ailleurs ministre des Outre-mer, ce qui est aussi une plus-value, a compris. Et donc ensemble, nous avons décidé de reporter ces réformes totalement, pas un peu, pas totalement. Alors pas dans une forme de renoncement, mais en disant, comprends bien que 650 millions d'euros, ça vient fragiliser les territoires, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Et on s'engage l'année prochaine à discuter de ces sujets ensemble et à travailler ces réformes. Parce que ces réformes, elles sont aussi positives. Ce ne sont pas que des réformes pour faire des économies. La LODEOM, elle a 10 ans. On peut regarder secteur par secteur où on peut mieux faire aujourd'hui, 10 ans au passé. Je pense qu'il y a des secteurs qui peuvent être davantage appuyés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne nécessitent plus justement ces dispositifs. Il y a la lutte contre la fraude aussi. Mais il y a aussi probablement une simplification à opérer. Moi, tous ceux qui ont affaire à ces dispositifs me disent que c'est compliqué. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne vont pas au bout du fait de ces complications. C'est l'occasion de simplifier. De simplifier sur les leviers, parce que c'est quand même assez complexe de voir comment on peut peut-être fusionner un certain nombre de tableaux, comme on dit. Et donc, je veux engager ce travail, mais avec tout le monde, en tout cas avec tous ceux qui voudront. C'est vraiment la méthode que je vais appliquer à partir du début de l'année. Et donc, on est en train d'imaginer une architecture pour intégrer tout le monde, les élus, les parlementaires, les acteurs économiques, et de le faire aussi en fonction des territoires, parce que tous n'ont pas les mêmes préoccupations. Monsieur le député Moulière, la lutte contre les sargasses, évidemment, est un sujet de préoccupation, dans la mesure où on a vu combien l'année 2025 avait été particulièrement, exceptionnellement violente en termes d'échouement des sargasses. Et cela coïncide avec la fin du plan interministériel Sargasses 2 cette année. Il y a une mission interministérielle, IGA, IGEDD, qui a réalisé un bilan
du plan Sargasses II, justement, qui se termine. Et c'est sur cette base que les 3 ministères, donc Outre-mer, Santé et Transition écologique, vont travailler à l'élaboration du plan Sargasses III, qui sera publié donc, dans le début de l'année 2026, évidemment en amont de la saison des échouements. Et ce sera l'occasion d'axes de progression sur les différents sujets, sur les maillons de la chaîne, et en même temps sur de la prévention. Je parle bien de tous les maillons de la chaîne, de la prévention, de la détection, de la collecte, du stockage, de la valorisation, de la coopération régionale aussi, parce qu'il ne faut pas prendre le sujet de manière isolée, et du volet sanitaire. J'insiste beaucoup sur ce volet sanitaire qui doit être renforcé à l'occasion de Sargasses III. L'identification des bons leviers pour mettre en cohérence l'ambition qui est la nôtre et les moyens disponibles va être au cœur des travaux en cours. C'est l'occasion qu'il faut saisir, on ne va pas se mentir. Et donc Sargasses III doit totalement coller à ce qui est en train de se passer et doit prévenir la suite. Le bilan du plan 2, pour votre information, sera présenté au niveau local dans le cadre des concertations qui seront engagées par les préfets d'ici la fin de l'année, donc Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Voilà, donc sur le plan de la méthode, c'est le retour d'expérience, la lucidité, on ne se voile pas la face, concertation locale avec tous les acteurs, et évidemment les élus sont les bienvenus, transparence, pour aboutir à un plan qui soit à la hauteur. Madame la députée Kervidi, sur l'offre d'emploi que vous avez évoquée en un mot, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc elle a été immédiatement retirée au moment où nous avons été informés de la situation, et ça ne doit jamais se reproduire. Que ce soit clair, ça ne doit jamais se reproduire. Les messages ont été passés avec fermeté sur ce sujet. Vous avez évoqué le projet de loi vie chère. J'ai donc esquissé un calendrier qui pourrait être soit au début du mois de février, soit ensuite enjambant la séquence des municipales tout début avril. Début février ou donc début avril. Sur le plan de la méthode de travail, donc on est en train de peaufiner cette architecture qui fait que nous pourrions, dans le cadre de l'Assemblée nationale, notamment organiser des réunions par territoire, par thématique, pour avancer, nous avec les données dont vous aurez besoin, et vous avec les solutions et les avis que vous porterez. Mais je pourrais vous en dire davantage au tout début de l'année sur ce sujet. Sur la Nouvelle-Calédonie, oui, merci. Sur la Nouvelle-Calédonie, oui, j'ai échangé avec monsieur le député Tjibaou. Je sais qu'il est inquiet de la situation, et nous sommes globalement inquiets de la situation, bien sûr, puisque la Nouvelle-Calédonie s'est toujours construite sur des accords fragiles. Et ça n'est jamais simple, qui sont souvent des accords imparfaits parce qu'ils n'emportent jamais l'unanimité. C'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais à chaque fois, les accords ont permis de régler un sujet. Donc, Oudinot-Matignon, ça a été la paix. Nouméa, le rééquilibrage. Bougival, c'est pensé comme l'organisation de la confiance. On avance sur la structuration. On pose, dans le cadre du projet de loi organique, toutes les bases pour voir comment chaque institution peut mieux fonctionner. Un État de Nouvelle-Calédonie, une nationalité calédonienne, un transfert des compétences régaliennes dans le temps. Mais bien sûr, ça n'est jamais un accord parfait pour un camp comme pour l'autre. Mais Bougival a le mérite d'exister et d'avoir réussi à réunir à un moment donné toutes les forces politiques dans le cadre de discussions qui ont eu lieu au mois de juillet, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Il n'y aura pas de passage en force, il n'y aura que la traduction de ce que les forces politiques auront décidé de faire. Quand je suis allée en Calédonie et que les forces politiques se sont rencontrées à plusieurs reprises, elles ont mis sur la table la question de la consultation anticipée, elles ont souhaité des éclaircissements et des précisions à Bougival sur un certain nombre de points, je les ai égrenés tout à l'heure. Elles ont ardemment défendu l'idée d'un plan de relance qui soit évidemment à la hauteur de ce qui se passe, et c'est ce que j'ai traduit en revenant, en disant il y aura une étape au Congrès dont il faudra aussi tenir compte. Et nous en sommes là. Courte majorité à l'occasion de ce congrès. Maintenant, je me retourne aussi vers les forces politiques. Elles discutent entre elles.
et discuteront avec nous pour envisager la suite très rapidement, et je ne vous cacherai rien. Parce que si je n'ai pas toutes les clés ou toutes les réponses aujourd'hui, en tout cas, je me suis engagée à une chose depuis le début, c'est la transparence. Et je l'ai fait avec toutes les forces politiques, indépendantistes comme non indépendantistes, y compris le FLNKS, qui ne participe pas aux plénières, mais que je vois en bilatéral, et donc à qui je rencontre aussi des discussions avec les autres forces politiques. Et je pense que c'est comme ça que nous pourrons avancer. Vous m'avez interrogé sur les missions locales. Moi, je suis attachée au rôle de premier accueil que constituent ces missions locales. J'ai bien conscience de la charge que ça représente aujourd'hui dans le cadre de l'effort budgétaire qu'on demande sur ces missions locales. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Je pense que cet effort, il correspond davantage à ce qu'on pourrait faire au niveau hexagonal qu'au niveau ultramarin, parce que ce n'est pas tout à fait la même réalité dans les territoires des Outre-mer. Et donc, je ne vais pas vous refaire la litanie des dispositifs que l'État a mis en place, mais il y en a quelques-uns et qui vont dans le bon sens, pour vous dire que vraiment, pour nous, l'emploi, c'est une priorité, notamment l'emploi des jeunes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, et je l'ai entendu dans le cadre de mon déplacement à La Réunion, je ne vais pas vous mentir, j'ai été interpellée aussi sur ce sujet, j'ai demandé à mon cabinet qu'on puisse revoir cette question en lien avec le ministère du Travail, puisque ça dépend du ministère du Travail, puisque vous le savez, et c'est le député Gillet qui l'a dit. Pourquoi dit-on que le ministère des Outre-mer est un petit Matignon? Parce que c'est tous les sujets en interministériel. Et donc, ces questions-là, elles ne sont pas traitées directement par mon ministère, mais j'y mets tout mon poids parce que je sais ce que ça représente effectivement sur les territoires et que les coupes en question me paraissent brutales. Donc, je m'engage à revenir vers vous sur ce sujet dans les prochains jours, Madame la députée. Monsieur le député Porte, heureusement que je vous connais. C'est l'avantage de s'être côtoyé ici. Vous avez parlé de matraque. Attention à ne pas jouer avec des allumettes sur le sujet calédonien. Je n'ai pas dit grand-chose, mais le communiqué qui a été le vôtre à la suite, notamment de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie, il aurait pu mettre le feu. Le FLNKS n'a pas fait un communiqué de ce type. Les premiers concernés, les premiers en désaccord avec Bougival, les premiers à s'opposer à Bougival, n'ont pas utilisé les termes que la France insoumise a utilisé dans son communiqué. Je respecte toutes les positions. Je vous le dis, vous avez le droit de défendre celle qui est la vôtre et d'autres à l'inverse, etc. Moi, et d'ailleurs moi-même défendu une position quand j'étais de l'autre côté. Moi, je suis dans un autre rôle aujourd'hui. Et ce que je veux et ce que je souhaite pour les Calédoniens, c'est la paix. Je ne privilégie pas un camp au profit de l'autre. Je pense que la solution, de toute façon, n'est pas là. La solution, elle n'est pas dans le maintien de la République telle qu'elle ou dans la trajectoire de l'indépendance telle qu'elle. Elle a toujours été dans la voie du compromis. Puis après, c'est les Calédoniens un jour qui choisiront. Et donc, moi, j'ai pensé Bougival comme une étape. C'est comme ça que je l'ai présenté d'ailleurs aux forces politiques. Je leur dis, dites-vous que Bougival, c'est une étape, c'est pas une fin en soi. Ça marque une étape, comme la Calédonie a toujours vécu des étapes. Bon, une étape qui n'est pas parfaite, mais enfin, dites-moi à quel moment on a eu des choses parfaites. Même Nouméa qui avait prévu les référendums. Nouméa, les référendums, à l'issue des trois référendums, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se repose la question. Donc, on chemine, et on continue de cheminer. Mais il faut qu'on le fasse, pardon du terme, très galvaudé, mais quand même en responsabilité. Parce que ce qui se joue là-bas est majeur. Je peux vous dire que les Calédoniens, comment le dire, ils n'en peuvent plus, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ils sont à bout. Ils ont beaucoup souffert des émeutes. Toutes les classes ont souffert des émeutes. Je pense notamment aux jeunes. Je pense beaucoup aux jeunes qui sont désœuvrés. Là, ce sont les vacances scolaires et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'on soit à la hauteur. Il y a un plan de relance là qu'on souhaite mise en œuvre. Et vous avez vu, on a déposé des amendements puisque certains avaient dit que ce serait du chantage. Ça n'en est pas. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse tous cheminer ensemble, même si on n'est pas d'accord, et qu'on fasse attention aux termes qu'on emploie parce qu'ils résonnent là-bas avec une acuité particulière. Et que quand vous êtes face à des populations précisément qui n'en peuvent plus, quel que soit le camp, parce qu'il y en a partout, je peux vous le dire, il ne faudrait pas que ce soit un élément déclencheur. Et vraiment, vraiment, la Calédonie regarde beaucoup ce qui se passe et ce qui se dit à Paris. Et pour le reste, j'ai donc répondu sur le fait qu'on avance avec les forces politiques dans le cadre de discussions, mais presque d'heure à heure, parce que c'est un sujet qui se joue d'heure à heure.
Alors, ensuite, Madame la députée Youssoufa qui m'a interpellée sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Elle a raison, j'ai été interpellée par des acteurs de la construction sur plusieurs territoires, d'ailleurs, pas uniquement ici. Le député Maillot, par ailleurs, s'est également saisi de ce sujet. Bon, j'ai immédiatement réagi avec mes équipes pour travailler avec les services compétents. La France a saisi la Commission européenne pour faire prendre en compte la spécificité des Outre-mer sur ce sujet. Parce que c'est bien à ce niveau que ça se joue. Et donc, je continue à suivre le sujet de près pour que les entreprises ne soient pas mises en difficulté et pour que les prix de la construction ne pâtissent pas, évidemment, de cette mesure qui n'est absolument pas adaptée au territoire ultramarin. Mais ça revient au débat de fond de tout à l'heure qui va se jouer dans les prochains mois, et notamment en 2026 et en 2027, c'est comment on avance avec l'Europe pour reconnaître la spécificité des RUP et à partir de là, obtenir des exemptions ou des adaptations à ces territoires. Monsieur le député Gillet, sur la question de la sécurité, je sais que vous ne me lâcherez pas sur le sujet, j'en ai bien conscience. La question globale de la sécurité dans les territoires ultramarins, je l'ai dit dans mon propos introductif, toutes ces questions, tout le régalien en général dans les Outre-mer me préoccupe moi aussi quand je vois les chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais les redonner, 4% de la population française, mais 30% des homicides, 50% des vols à main armée, 25% des atteintes aux personnes. Enfin, je veux dire, alors là, pour le coup, il faut une majorité pour avancer sur ces sujets. Mais rien que les chiffres devraient nous conduire à tous être d'accord pour avancer. Les Outre-mer sont clairement en première ligne face aux violences, face au trafic, dont les effets sont particulièrement déstabilisateurs, à l'instar des catastrophes climatiques. Ils sont territoires voisins de 4 premiers producteurs mondiaux de cocaïne, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, et territoires de transit aussi, comme l'Équateur, les Antilles et la Guyane. Ce qui engendre aussi une prolifération des armes à feu. Je ne voudrais pas que le sujet soit éludé parce que je voudrais que aussi on avance sur ce thème. Dans l'océan Pacifique, vous le savez, en Polynésie française, c'est le fléau de l'ice, qui est le nom local donné à la méthamphétamine. Et donc, il y a un travail de synergie interministérielle là qui est à l'œuvre pour être le plus efficace possible sur toutes ces questions. J'y ajouterai aussi les violences intrafamiliales, l'insécurité routière et les questions d'immigration. On se mobilise en augmentant les effectifs des forces de sécurité intérieure, en augmentant les moyens techniques comme les radars et les drones aux Antilles, en augmentant la mise en œuvre des scanners mobiles, par exemple dans les ports et les aéroports, les lieux où tout ça arrive. L'État se mobilise sur le plan international parce qu'il faut prendre en considération l'environnement et les régions, en multipliant les échanges avec les autres pays pour voir comment on peut avancer ensemble. C'est ce que j'ai fait à la Réunion quand j'y étais avec le lancement de la conférence de coopération régionale. La question de la sécurité a été abordée et je l'ai mise en haut de la pile. Et enfin, l'État se mobilise contre les nouvelles formes de criminalité aussi, qui touchent les Outre-mer comme l'Hexagone, c'est-à-dire les cyberattaques et les opérations de désinformation. Monsieur le député Rivière, vous m'avez interpellé sur plusieurs sujets. La sécurité à La Réunion, pour moi, c'est un sujet important, la sécurité. Quand j'ai été à La Réunion, j'ai demandé justement à pouvoir échanger avec les gendarmes. J'ai fait une patrouille de nuit avec la BAC territoriale sur les 2 jours et demi de programme. J'ai voulu absolument qu'on puisse parler de la sécurité. Les effectifs ont été augmentés, et ça c'est important de le dire. Nous en sorte effectivement que ce soit adapté aux réalités, à ce que, quand on a notamment, vous le savez, des équipes supplémentaires que le ministère de l'Intérieur annonce chaque année, que les territoires ultramarins ne soient pas oubliés. Je dois refaire le point avec le ministre sur ce sujet pour que chaque territoire puisse être doté comme il doit être doté. Sur l'appui aux mutations des fonctionnaires dans leur territoire d'origine, la possibilité pour les ultramarins de revenir s'ils le souhaitent, c'est un sujet auquel on doit porter une attention particulière. La mobilité, c'est important. La possibilité, effectivement, puisqu'on parle beaucoup des sujets d'attractivité des territoires, et nous avons besoin
aussi de ces forces vives pour tous les territoires des Outre-mer. Pour les ultramarins qui souhaitent rentrer et exercer une activité professionnelle, créer une entreprise, le décret qui permet de mettre en place le passeport retour, il a été publié en septembre. Donc ça a été un premier pas. Il y a un arrêté qui vient le préciser, qui est vraiment en cours de finalisation. C'est-à-dire il est prévu là pour la toute fin d'année. Donc on aura un dispositif opérationnel qui va faciliter ces retours. Pardon. Pour les fonctionnaires, la prise en compte du centre de ce qu'on appelle les intérêts moraux et matériels en jargon juridique va permettre de faciliter leur mutation désormais, et il a été rénové juste après le SIOM de 2023, donc il va produire ses effets. Moi, je suis ouverte, et je le dis d'ailleurs à mon collègue, à travailler avec le ministère de la fonction publique. Ça relève de ce ministère, avec mon collègue David Amiel, avec évidemment le ministre de l'Intérieur, pour faire un bilan et voir s'il faut encore avancer, évidemment, dans le principe d'égalité. Merci beaucoup. Je pense que nous C'est avons ça. Oui. Voilà, la liste des orateurs. Merci beaucoup. 3 orateurs supplémentaires, 3 questions. Frédéric Maillot, puis ensuite Jean-Victor Castor, puis Jean-Philippe Nilor. Monsieur Maillot. Merci beaucoup. Je voulais parler moi aussi de ce que Madame Youssoufa avait évoqué. Effectivement, s'il y a bien un sujet qui est transversal à l'ensemble des pays dits d'outre-mer, c'est bien ce fléau de la vie chère. Donc, d'ajouter encore une taxe, parce que nous ne sommes pas des importateurs frénétiques par plaisir, mais c'est parce que nous n'avons pas le choix. Donc, il faut prendre en compte notre spécificité géographique, notre réalité géographique, donc ne pas ajouter une taxe, parce que vous savez, tout ce qui dit matériaux, matières premières et matériaux de construction, on n'a pas le choix, nous, que de passer par l'importation. Donc, on aimerait pour autant ne pas ajouter une taxe là-dessus, ce qui rajouterait encore sur la crise du logement, parce qu'on doit construire du logement, et ça passe par les matériaux de construction et les matières premières. Vous savez, je vais juste faire quelque chose, parce que je suis très attaché à la réalité de ce qui s'est passé, et très attaché aussi à la vérité, mais... cher collègue Joseph Rivière, dire du mal de la Macronie, je le ferai, dire du bien, je le ferai mal, et dire du mal, c'est pas bien. Mais on était dans cette salle même le 18 avril 2023, et ma collègue Emeline Kabidi et moi-même, nous avons porté une loi sur le retour, pour favoriser le retour des fonctionnaires ultramarins vers les lieux de territoire de naissance. Donc, en tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire les mutations. Et votre groupe, je vous invite à aller regarder, a voté contre. Il a voté contre sous prétexte de souveraineté nationale. Alors, continuez de faire de la politique, mais je vous invite à lire Rabelais qui disait « Ne faites pas de la science sans conscience, parce que cela est ruine de l'âme ». Merci. Jean-Victor Castor. Oui, merci le Président. Madame la Ministre, en fait, j'ai une question précise. Vous êtes parti en Martinique, Madame la Ministre. Vous avez relancé le processus concernant l'évolution statutaire. Ma question pour la Guyane, à quand? Je vous rappelle que depuis 2020, puis en 2022, le Congrès des élus de Guyane, à 2 reprises, a voté à l'unanimité. Donc c'est un vieux processus qui a précédé celui de la Martinique. Donc j'aimerais une réponse précise. Quand est-ce que vous relancez le processus guyanais sur l'évolution statutaire? Deuxièmement, il y a une inquiétude, on a beaucoup parlé de narcotrafic, etc. En Guyane, c'est la question donc de l'or. Les derniers chiffres qui sont sortis, on a plus de 35% d'augmentation de sites d'orpaillage illégal. Vous savez que l'or a atteint des records. On est à près de 120 000 € le kilo. Et ma question, Madame la Ministre, ça ne vous concerne pas directement, mais comme vous êtes interministériel, et que comme le ministère de l'Intérieur ne répond pas à mes questions écrites, il y a 9 gendarmes qui ont organisé un commando pour braquer des orpailleurs illégaux. Récemment encore, un ancien officier de la gendarmerie a été inquiété par la justice parce qu'il était complice d'orpailleurs illégaux. En tous les cas, il y a une procédure judiciaire et le procureur l'a reconnu. Je l'interpelle parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut lutter contre l'orpaillage illégal et puis les services qui sont chargés de la répression et de la LCOI ne sont pas capables. D'autant plus, et c'est mon dernier propos, les responsables de la gendarmerie et de la lutte contre l'orpaillage illégal viennent d'annoncer récemment, il y a quelques jours,
avec le préfet qu'ils ont atteint leur plafond de verre par rapport à la lutte contre l'orpaillage illégal. Et comme par hasard, ça correspond à une doctrine qui est inacceptable, je le redis ici, c'est-à-dire que depuis 3 ans, la France considère qu'elle ne sait pas éradiquer l'orpaillage illégal, qu'elle ne peut que la contenir. Derrière, il y a l'intoxication au mercure, pas simplement des populations des fleuves frontaliers. Aujourd'hui, sur la Bagotte, sur les stations de captation d'eau potable du littoral, toute la Guyane est concernée aujourd'hui par la pollution au mercure. Merci. La parole est à Jean-Philippe Nilor. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'aurais pu vous interpeller sur tellement de sujets. Sous les sargasses, sous le foncier, le vol des terres, sous l'autodétermination, sous le narcotrafic, sous la sécurité, sous la situation des hôpitaux, sous la LODEOM, sur l'emploi, sous le logement, sous les billets d'avion, la vie chère, etc., etc. Mais les 3 minutes que m'octroie généreusement le Président par parallélisme des formes... Vous vous attribuez 1 minute de plus. Par parallélisme des formes avec le collègue Gillet, ne suffiront pas à exposer tous ces problèmes sérieusement. Donc j'ai choisi un autre angle, plus modeste peut-être, mais plus profond. C'est celui de l'insertion des jeunes de 16 à 18 ans. Ça fait des années que nos pays traversent cette crise de cette jeunesse, que nos parlementaires alertent, interpellent, proposent, s'interrogent. Des années que les chiffres du décrochage scolaire explosent et que les familles s'épuisent, que les acteurs de terrain répètent les mêmes constats et que nos jeunes de 16 à 18 ans s'enfoncent dans un silence politique devenu insoutenable. Pendant ce temps, l'État multiplie ailleurs des dispositifs et déploie par exemple des EPID dans de nombreux territoires où leur efficacité est reconnue. Mais pour la Martinique, rien, pas un engagement clair, pas une décision. Encore une fois, nous sommes envoyés en attente à la marge, à la périphérie. Vous connaissez l'histoire, puisque vous semblez la dénoncer, cette histoire, dans vos discours que j'appuie. Je le dis avec fermeté, il n'est plus acceptable que la jeunesse de nos pays soit traitée comme une variable d'ajustement des politiques publiques nationales. Et quand un outil fonctionne, comme l'EPID fonctionne, il doit être accessible à tous les territoires, sans exception, sans retard, sans excuse. Aujourd'hui, notre jeunesse ne demande pas la charité, elle exige ce qui lui est dû, un accompagnement digne, structuré et ambitieux. Donc ma question est simple, le gouvernement est-il prêt à acter sans délai la création d'un EPID en Martinique? Êtes-vous prête à une séance de travail, comme sur tous les sujets que j'ai énoncés en amont, à une séance de travail sérieuse, rigoureuse et féconde sur ce sujet avec mes services? Voilà la question, parce que la République ne peut pas être à géométrie variable, encore moins à géographie variable, lorsqu'il s'agit de 16 enfants. Et si la Martinique ne réclame pas un privilège, elle exige simplement l'égalité et la justice pour chaque jeune, où qu'il naisse, puisse bénéficier des mêmes outils pour construire sa vie. J'en ai terminé. Merci. Et donc, Emeline Karbidi, à qui j'avais promis qu'elle pouvait reprendre la parole, bien sûr, vous l'avez, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, pour cette exception. Je promets d'être brève. Madame la Ministre, j'aurais souhaité vous interroger sur le sort de l'aéroport de Pierrefonds, qui est dans ma circonscription à La Réunion. J'avais déjà eu l'occasion d'interpeller Monsieur le Préfet sur le sort de cet aéroport, qui est en très très grande difficulté depuis le Covid, mais qui était déjà pas en très bonne santé financière avant. Il n'y a plus d'activité commerciale au sein de cet aéroport. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une base de sécurité militaire, le RPIMA de La Réunion, qui est adossé. Et il y a également en son sein des services de sécurité civile, avec notamment le DASH en période de feu de forêt, comme c'est le cas en ce moment avec les pompiers. C'est un aéroport qui est constitué sous forme de syndicat mixte, un établissement donc public, avec des missions de service public et qui pourtant a été placé en redressement judiciaire. Et donc il y a une jurisprudence assez abondante. J'avais interrogé, moi, sur la légalité de cette procédure qui me semble pouvoir être interrogée. Et je sais que l'aéroport de Pau, qui avait été dans une situation un peu comparable à celui de Pierrefonds, avait pu être sauvé, notamment avec l'aide d'Air France, qui avait rétabli une ligne déficitaire. Alors certes, je ne suis pas Premier ministre et Pau n'est pas à La Réunion, mais je demandais si l'État avait un plan pour intervenir pour Pierrefonds.
Madame la ministre, je vous laisse apporter vos réponses. Monsieur le Président, merci. Monsieur le député Maillot, vous avez été effectivement, faites partie de ceux qui m'ont alerté sur ce sujet de la taxe carbone. Et vous avez raison, il faudra à la fois en parallèle travailler sur la dépendance à l'importation dont souffrent les Outre-mer, sur la question de l'économie locale, et en parallèle, et je l'ai dit, dénoncer ce règlement européen qui ne correspond pas à la réalité, et notamment d'un certain nombre de territoires. Vous l'avez très bien dit. Je vous confirme donc que la France a saisi la Commission européenne, et c'était le 27 novembre dernier. Et donc je continue, dans un cadre plus global, à défendre la spécificité des territoires dans le cadre européen. Je pense qu'on ne s'est pas suffisamment saisi de ce sujet et qu'on a laissé avancer les choses un peu trop vite sans être suffisamment présent. Voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif. J'irai aux réunions qui seront organisées un peu partout, et notamment à Bruxelles, pour porter la voix des territoires ultramarins, expliquer à nos collègues européens qui ne sont pas, à mon avis, qui ne sont pas de mauvaise foi, mais qui ne connaissent pas forcément, parce que c'est aussi pour le coup une spécificité de la France, expliquer un peu comment tout ça fonctionne et quelle richesse européenne aussi ça représente. Monsieur le député Castor, sur l'évolution institutionnelle de la Guyane, je suis prête. On peut le faire demain si vous le souhaitez. La balle est dans votre camp. Parce que moi, j'ai échangé avec la collectivité. J'ai dit que nous étions favorables à démarrer, en même temps que pour la Martinique et pour la Guadeloupe, que j'attendais que des propositions de date me soient faites. Donc je redis que je suis tout à fait disposée, avant la fin de l'année même, à organiser une première réunion pour lancer le processus. Voilà. Donc vous pourrez revenir vers moi quand vous le souhaitez. Bon, sur la question de l'orpaillage que vous connaissez bien, toutes et tous d'ailleurs, puisqu'on a eu l'occasion de travailler sur une commission d'enquête sur le sujet, c'est une vraie guerre d'usure pour le coup. Je ne peux pas me prononcer sur ce que vous avez évoqué, sur la question des procédures judiciaires, parce que je ne maîtrise pas ces dossiers, mais je vais m'enseigner, puisque vous m'indiquez avoir posé des questions et vous n'avez pas obtenu de réponse. Donc je vais voir ce que je peux vous répondre moi-même en interpellant mes collègues. Évidemment, dans ces cas-là, quand il y a des brebis galeuses, elles doivent être sanctionnées à la hauteur des infractions qui sont commises. Ça, c'est évident. Notamment quand on parle de forces de sécurité qui doivent être exemplaires. Donc s'il y a des complicités, la justice, évidemment, doit passer, et je n'ai pas de doute qu'elle passera. Sur la question ensuite des moyens, on peut en reparler, mais vous savez ce que l'État fait et la manière dont il intervient à trois niveaux. Il y a l'opération Harpie en cours, donc toute l'activité militaire. C'est 70 millions d'euros qui ont été mobilisés par an, 300 militaires quotidiennement qui agissent. Donc il y a une présence, elle est massive, elle est constante, même si effectivement le fléau est important. Il y a le développement, oui, il va grandissant, vous avez tout à fait raison, parce que c'est ce qui me remonte effectivement aussi des FSI. Il y a la nécessité de développer une filière d'orpaillage légal pour qu'elle prenne le dessus en lieu et place des chercheurs d'or clandestins. Il faut opérer ce remplacement, parce qu'on sait très bien qu'ils ne respectent aucune réglementation et qu'en termes de santé publique, c'est gravissime. Et là, je peux vous dire qu'on a une quinzaine de licences d'exploitation, si je ne me trompe pas, délivrées depuis 1 an et demi. Et il faut continuer à poursuivre ce mouvement. Et donc, moi, je suis prête à retravailler encore sur le sujet pour aller plus vite. Il y a plus rapidement, absolument, mais ça, je suis d'accord. Et on peut certainement voir, parce qu'on sait le faire, comment on peut alléger et simplifier toutes ces procédures. La coopération régionale, évidemment, parce qu'on est obligé de s'inscrire aussi dans ce qui se passe dans toute la région. Il faut une action coordonnée, et donc en lien avec mes collègues, notamment le ministre des Affaires étrangères, et on va se revoir parce qu'il m'en a parlé récemment, eh bien, on va poursuivre ce travail. Et puis la sensibilisation et l'éducation qui sont primordiales. Le projet Retour de l'or au Guyanais prend forme en 2024, 280 000 euros réinjectés dans des projets de sensibilisation et d'éducation, et je suis persuadée qu'on peut faire encore mieux. Voilà sur les différents volets, monsieur le député. Monsieur
le député Nilor, mais nous sommes d'accord, vous voyez, ça va aller vite. Je parle beaucoup de la jeunesse dans les Outre-mer. J'ai un peu parfois l'impression de prêcher dans le désert, alors que je vois bien le mur arriver dans certains territoires. Il y en a d'ailleurs avec une démographie plus importante que d'autres. Je vais vous dire pourquoi je suis sensible à ça. Bon, j'ai des enfants, peut-être que ça joue, mais je suis surtout issue d'un département, donc le Val d'Oise, comparaison n'est pas raison, mais enfin qui est aussi le département le plus jeune d'Hexagone, devant la Seine-Saint-Denis maintenant. Alors c'est extraordinaire, je veux dire, ça représente une puissance incroyable pour demain, si on a des perspectives à offrir à ces jeunes, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez moi. Et donc j'ai beaucoup plaidé moi aussi, dans mon territoire, toutes ces années, pour des dispositifs qui accompagnent les jeunes, en disant, on a un réservoir de talent. On a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire et qui ont envie de réussir comme les autres. Je veux dire, ils ne se lèvent pas un matin en disant non, moi j'ai pas envie de réussir, surtout pas. Ça n'existe pas, ça. Par contre, effectivement, intellectuellement, ça peut cheminer si on ne va pas les chercher. Et donc, je vois bien la nécessité d'aller les chercher, les effets que ça produit d'aller les chercher, parce que ça marche, il y a des dispositifs qui fonctionnent très bien. Et donc, quand j'ai pris mes responsabilités au ministère, j'ai voulu beaucoup mettre l'accent là-dessus, sur l'insertion professionnelle. C'est pour ça que j'ai répondu à Mme Kerbini, que je regardais très sérieusement, notamment la question des missions locales et des services civiques qui concernent les jeunes pour en déployer autant que possible. Et donc, je suis prête à ce qu'on parle de l'EPID. Donc, je vous propose de prendre rendez-vous pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Alors, il y a le RSMA. Bon, on pourra aussi échanger là-dessus, mais on peut aussi parler tout à fait de l'EPID. Donc, pas de difficulté avec ça, et je vous propose qu'on se revoie. Parfait. Et Madame Kerbidi. Ah oui, sur l'aéroport de Saint-Pierre, pardon, j'ai demandé des éléments parce que je ne les avais pas là, parce que je dois faire le point avec le préfet sur ce sujet. Et donc, on s'était dit qu'il fallait faire un état des lieux des besoins de trafic, notamment. Bon, il y a la question de la viabilité économique aussi qui se pose. Hein. Et une fois que j'aurai ces éléments, on pourra effectivement en rediscuter. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ne les ai pas et donc je suis navrée de ne pas pouvoir répondre plus précisément. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. D'avoir répondu à chacune des questions. Et puis nous nous retrouvons dans quelques instants, oui, après le vote du débat en cours, sur la proposition de loi organique portant sur le statut d'autonomie de la Polynésie française. Merci beaucoup. Merci.